Je suis Johanna Schipper, je suis autrice, enseignante à Angoulême, à l'ESI d'Angoulême, et depuis 2 ans, je suis en thèse. Et en fait, j'ai un petit peu mis en sourdine, on va dire, mon activité artistique depuis que je suis plutôt dans une phase recherche. C'est-à-dire que déjà le travail de thèse est très prenant, en étant en plus enseignante et après avoir aussi porté un projet de recherche, évidemment, le temps de création est moins important aujourd'hui. J'ai quand même 2 actualités. On va sortir l'application de la bande dessinée numérique que j'ai fait avec Emmanuel Espinas et qui s'appelle Au Paradigme, qu'on a fait dans le cadre d'un projet à 4 personnes qui s'appelle In Wonder. Et donc ce sera une appli gratuite, c'est une bande dessinée numérique sous forme de puzzle. Et ce sera disponible gratuitement sur les stores, donc Internet. Et ensuite, j'ai participé aussi au dictionnaire esthétique de la bande dessinée, thématique et esthétique de la bande dessinée, euh, donc qui est dirigé par Thierry Grunstein et qui va sortir en livre très bientôt. Pour ma vocation, entre guillemets, d'artiste et d'autrice de bande dessinée, ça remonte à très loin. Je crois que quand j'étais petite, en fait, très vite, je faisais des dessins en séquence. J'ai commencé même à faire mes petites bandes dessinées, mes premières petites bandes dessinées à l'âge de 5 ans. Donc 5, 6 ans, 7 ans. Enfin, j'avais toujours envie de faire des bandes dessinées. En fait, pendant longtemps, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais pendant longtemps, il me fallait quand même raconter quelque chose pour avoir envie de dessiner. C'était le fait de... On retrouve ça chez beaucoup d'auteurs et d'autrices, mais c'était vraiment le fait de raconter qui me donnait envie de dessiner. Et raconter sans les dessins me semblait aussi un petit peu insuffisant. Donc il y avait forcément les deux dimensions finalement de la création. Et ensuite, je disais, comme je suis d'origine hollandaise, j'ai vécu à Taïwan quand j'étais enfant. Ma première langue parlée était le taïwanais, donc j'ai appris le français finalement relativement tard. Et les bandes dessinées étaient des livres que j'arrivais à lire, en tout cas sans comprendre les paroles. M'inventais mon histoire en fait. Et je pense que ça vient de là. Et ensuite, après les études, enfin après mon bac, je suis partie à Angoulême. Je voulais à l'époque plutôt faire du cinéma d'animation parce que j'étais passionnée par tout ce qui bougeait et puis par le dessin animé avec surtout comme fond sonore de la musique. Donc c'était plutôt la dimension clip, on va dire, qui me passionnait. C'était aussi une grande période du clip, hein. On était dans les années 80, donc forcément, voilà, il y avait aussi déjà à l'époque pas mal de choses qui étaient animées avec un fond musical. Et j'ai cherché les formations qui pouvaient correspondre à ça. Et à l'ESI, bon, qui à l'époque s'appelait l'École des Beaux-Arts régionale d'Angoulême, ils prétendaient faire de l'animation. Finalement, j'ai surtout fait de la bande dessinée d'abord, et de l'animation ensuite dans ma 5e année. Nos âmes sauvages, c'est un livre important. Je l'ai signé donc avec les éditions Futuropolis, qui était un éditeur où j'avais vraiment envie de publier et qui publiait des auteurs que j'aimais beaucoup, comme Nicolas de Crécy et David B. Et c'est un album que j'ai fait suite à un voyage en Amazonie équatorienne. Je suis passionnée par le chamanisme, les pratiques traditionnelles aussi de soins. C'est en lien aussi avec mon histoire, hein, par le fait que mon père soit sinologue, spécialiste du taoïsme. J'ai connu en fait tout ce qui était des pratiques traditionnelles, pratiques magiques et spiritualité, on va dire, orientale quand j'étais enfant.
Et j'avais envie de faire un petit peu mon propre chemin là-dedans. Et c'est à un salon du livre que j'ai rencontré le président d'une association qui s'appelle Arutam, et qui est une association qui œuvre pour la restitution de terres au peuple premier en Amazonie, au Pérou principalement et en Équateur. Et pour financer, on va dire, ces programmes de protection, on va dire, des peuples premiers, ils organisaient, je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'ai un peu pris aussi un petit peu de distance avec cette association, mais à l'époque, ils finançaient en fait ces programmes et ces actions par des voyages, et notamment des voyages d'immersion. Pas forcément toujours des voyages d'immersion avec des initiations aux plantes psychotropes, mais ça pouvait être le cas, et donc ça a été mon cas. Et ça me semblait extrêmement important d'en parler d'un point de vue, on va dire, un petit peu authentique. En tout cas, j'ai cherché à le faire de la façon la plus authentique possible, en étant à la fois complètement positionnée du point de vue des pratiques traditionnelles, donc en prenant en fait à mon compte toute la cosmogonie traditionnelle, et en même temps avec mon regard extérieur d'occidental qui n'est pas forcément toujours à l'aise, se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec cette vision-là du monde, dans un mode de vie européen, urbain. Et donc, finalement, l'album est une discussion entre deux personnes. C'est une personne qui interprète ma voix et un autre personnage qui vont dialoguer et finalement débattre de cette expérience. Cet album a été récompensé par le prix Artemisia. C'était une super comment dire, nouvelle, et en même temps, je m'y attendais pas du tout. J'avais déjà eu un prix pour mon premier album, qui était d'ailleurs le prix du premier album à Sérignan. Et comme je ne suis pas tellement quelqu'un de la compétition ni rien, je ne m'attends jamais à avoir des prix ou à avoir des focus sur moi. Et donc j'étais super heureuse. J'ai même éclaté en pleurs lorsque Jeanne Puchol me l'a annoncé. Et je pense que ce prix, je l'ai eu du fait aussi de ma singularité en tant qu'autrice, de l'album qui est assez singulier aussi. Et également parce que cet album contient aussi un point de vue féministe. Il n'était pas consciemment féministe, mais il était finalement assez féministe et aussi, on pourrait dire, écoféministe, puisque à travers l'expérience avec les tradipraticiens et le chamanisme, j'ai réussi à construire une résilience face à une histoire d'amour qui était un petit peu compliquée, dans laquelle je me faisais un peu malmenée, un peu utilisée, on va dire. Et c'était drôle d'ailleurs d'utiliser cette histoire d'amour comme un fil conducteur, puisque l'histoire commence par une rencontre avec un tradipraticien pendant une séance un rituel sous ayahuasca. Donc je suis prise par la plante, j'ai des visions, et ensuite je vais aller voir un tradipraticien qui lui-même aussi a pris la plante et va répondre à une question. Et je lui dis, une des raisons pour lesquelles je me sens mal dans ma vie, c'est parce que j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas en retour, un grand classique. Et évidemment, mais sauf que je m'y attendais pas du tout, il me propose de faire un peu de magie noire. Donc de me proposer des amulettes ou un système qui fasse que je retrouve mon amour, évidemment.
Et là, c'est là où je me dis, ah mais en fait non, c'est pas du tout ça que je veux. Ma question est beaucoup plus introspective, c'est pourquoi moi, pourquoi gna gna gna. Et donc évidemment, avec cette question, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi ce monde de merde, pourquoi le sexisme, pourquoi cette, cette inégalité entre les hommes et les femmes, pourquoi les relations hétérosexuelles sont toujours prises dans des relations de rôle de genre et qu'il est tellement difficile d'en sortir. Et finalement, à partir de l'anecdote du retrouve ton mari, ou ton amant, ou ton amoureux, et je vais t'aider avec des amulettes, j'ai commencé à développer en fait tout un regard critique sur ma relation. Et donc c'est finalement les deux thèmes de l'album. C'est le fil conducteur qui sert en fait de lien entre toutes les réflexions, toutes les questions que je me pose. Et évidemment la cérémonie qui sert d'arrière-plan, et mon quotidien parisien qui me sert d'arrière-plan aussi. Alors c'est évidemment une question à laquelle on ne peut pas répondre immédiatement parce qu'on a rarement la preuve d'un préjudice direct. C'est les préjudices que l'on subit en tant que femme ou personne se déclarant femme, il est lié à un problème, une discrimination, une oppression systémique. Et cette oppression systémique, finalement, c'est peut-être ça qui est le plus important aussi aujourd'hui à dire. Quand on n'a pas une prise de conscience forte ou un accompagnement avec des livres ou des personnes qui nous éclairent là-dessus, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et j'avais envie de répondre aussi à cette question par rapport à des faits plus anciens qui peuvent sembler obsolètes puisque c'est des choses qui ont eu lieu quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts d'Angoulême, donc avant que ce soit l'ESI, donc l'école régionale des Beaux-Arts. Déjà, pour commencer, dans une promo d'une vingtaine d'étudiants, j'ai été la seule femme. Alors, c'est à pondérer, mais on était 3 inscrites la première année. Au cours du premier semestre, j'étais la seule étudiante. Et puis en deuxième année est arrivée dans notre classe l'autrice Catherine Ferrier, qui est arrivée aussi à ce moment-là pour faire de la bande dessinée. Donc après, on était 2. Mais cette situation d'infériorité de nombre était déjà très significative de ma situation. Et on va dire que d'emblée, on m'a dit « Ah oui, mais toi, tu as été recrutée parce que tu étais jolie. Et en gros, comme dans un groupe de rock, il faut bien une nana, quoi. » Donc évidemment, quand on commence ses études avec ce genre de discours que l'on entend, on ne se sent pas forcément mis en valeur, on ne se sent pas forcément encouragé. Et ensuite, évidemment, pendant ces années-là, il y a eu beaucoup d'autres choses. C'était une époque, là je parle de la fin des années 80. Donc je suis arrivée à Angoulême en 86 et je suis partie en 91. Beaucoup de professeurs se faisaient des étudiantes, mais vraiment en mode consommation. Et bon, je peux en parler parce que c'est des gens maintenant qui sont partis, certains sont même décédés, donc voilà, il y a prescription, je ne suis pas en train de mettre des gens au pilori, mais en même temps c'est important de le dire parce que ça a été une pratique tout à fait admise et pas du tout innocente ni même sans conséquences dans les écoles d'art. Et encore aujourd'hui, on est face à cette problématique. C'est beaucoup plus caché, c'est beaucoup plus diffus, mais on est héritier en fait d'un système de cet ordre-là.
Donc je me suis fait harceler. Je me suis fait harceler par aussi des gars de ma classe. Très vite, alors évidemment, il y a tous les jeux de mots, tes seins, des dessins, des beaux dessins, bon, etc. Donc, moi, en gros, on me parlait de cette façon-là. Et puis, donc, très vite, je me suis mis en couple avec un des gars qui était avec moi dans ma promo, donc, qui était quelqu'un de très adorable. Et voilà, je suis restée très longtemps avec lui, 12 ans. Mais c'était aussi pour me protéger. C'était pour dire, ok, moi les gars, moi je suis en main, voilà. Donc vous ne me touchez pas. Mais c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une situation où on se sent encouragé, même si ça n'empêche des encouragements ou la possibilité de faire ce qu'on fait. Il y a toujours une petite voix qui est derrière soi et qui dit, ok, toi, tu vaux moins que les autres, ça va être plus compliqué. Et ensuite, un de nos profs de l'époque, qui est aussi un auteur qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelle Robert Gigi, un auteur italien qui avait publié aussi dans Pilote, qui à l'époque avait une sorte de regain, voilà, de sa carrière, ne m'a, en 3 ans, jamais adressé la parole. Il ne m'a jamais rien dit sur mon travail. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la violence directe, il y a aussi de la violence indirecte. Et puis finalement, alors que j'avais juré ne jamais vouloir faire de colorisation, puisque j'avais un peu essayé pendant mes études, et finalement je me rendais compte que c'était pas du tout un travail pour moi. Moi j'aimais bien faire des trucs à la carte à gratter, j'avais toujours des gros pinceaux, je faisais des tâches, on me disait non, faut faire un trait délicat, un peu la ligne claire, réaliste à l'époque, bon, c'était toute l'époque de la BD de genre, bon, hein, moi, ça me convenait pas du tout, mais bon, c'était le truc qu'il fallait faire pour être publié, donc je tentais aussi forcément de m'y plier. Et puis on apprenait aussi à faire de la trace gouache, puisque la colorisation à l'époque c'était comme ça. Et puis le premier métier que j'ai fait en sortant de l'école, c'était être coloriste. Donc on peut se dire, ben oui, finalement, peut-être qu'il n'y avait pas mieux pour moi, que c'était logique, que c'était parce que j'avais un beau sens de la couleur, parce que blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, rétrospectivement, tu te dis, ah oui, mais on t'a laissé aucune chance, en fait. Hein. Finalement, le premier job que tu trouves, c'est plutôt ça que publier des histoires. Et dans les années qui ont suivi les Beaux-Arts, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de me désapprendre de toutes les injonctions, en fait, de me déconstruire des injonctions qui ont été celles que j'ai eues pendant les années Beaux-Arts, alors que dans mon milieu familial, je n'ai pas été élevée de manière avec une optique sexiste. C'est-à-dire que on ne m'a pas forcément élevée avec l'idée que mon travail était moins puissant, que je n'y arriverais pas. Donc je me suis quand même beaucoup raccrochée à mes propres convictions. Et puis ensuite, je peux quand même parler aussi un peu de mes débuts. Ça m'a pris à peu près 10 ans avant de publier, entre la fin des Beaux-Arts et mes premières bandes dessinées chez Delcourt. Et pendant ce temps, quand je démarchais mes projets, principalement, on me reprochait la façon dont je dessinais les femmes. On me reprochait d'abord, globalement, d'avoir des personnages principaux qui étaient des femmes, et aussi la manière dont je les dessinais. Et j'étais assez proche de la scène indé, donc j'étais proche, notamment, je publiais mes premières BD dans des fanzines comme Le Lézard et PLG, qui étaient aussi proches de l'assaut. Le Lézard a publié le premier Lapino et les carottes de Patagonie de Lewis, par exemple. Bon, c'était un éditeur indé et c'était aussi une imprimerie qui était à Paris. Donc ils étaient beaucoup en soutien aussi à toute cette génération. Et en fait,
moi, j'avais une volonté qui était assez forte, et je pense qu'il vient aussi du fait que j'avais une conscience de ma position de femme, qui était de gagner ma vie avec mon travail. Et puis, je tenais à publier en couleur. Donc, pour moi, mon objectif était de trouver des éditeurs qui avaient pignon sur rue, qui étaient capables de me payer pour mon travail. Et donc, j'étais un peu en porte-à-faux par rapport à l'édition indé, pour ces raisons-là. Et bon, j'ai essayé donc à cette époque-là de me plier, on va dire, à une attente que les éditeurs pouvaient avoir. Mais j'étais toujours à côté de la plaque, parce qu'en fait, dès lors que j'essayais d'exprimer vraiment quelque chose que je voulais, et c'était surtout présent dans mes histoires, et ben ça ne correspondait pas aux critères de publication. Donc voilà, ça m'a pris une dizaine d'années. J'ai fait d'abord évidemment tout un parcours comme coloriste, ensuite j'ai été commissaire d'expo. Et finalement, c'est dans la collection jeunesse chez Delcourt que j'ai trouvé mes premières possibilités d'édition. Et je pense que là aussi, c'est pas complètement par hasard. C'est-à-dire que à l'époque, dans la collection jeunesse, on retrouvait aussi peut-être plus de femmes chez Delcourt. Bon, ça, évidemment, ça a changé, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a de la réticence de certaines autrices d'être estampillées, entre guillemets, comme autrices? Alors, moi, je dois dire que j'ai essuyé, je pense, tous les plâtres de cette histoire-là, parce que j'ai eu le premier prix Artemisia, j'ai publié dans la collection Très féminin de Thierry Cronstein à l'an 2, à l'époque où la maison d'édition l'an 2 n'était pas encore appareillée à l'Actes Sud, donc c'était juste l'an 2. Et j'ai, par mon premier album, mon premier roman graphique chez Delcourt, été invitée, et je me suis prêtée au jeu à l'époque, à énormément de festivals donc là on est début année 2000, c'est Né quelque part est sorti en 2004, étaient des festivals de bande dessinée qui avaient des thématiques femmes. Quand j'ai publié, je vais commencer par Né quelque part, quand j'ai publié Né quelque part chez Delcourt, c'était dans la collection Mirage, et c'est au moment où Delcourt a commencé à faire du roman graphique en couleur. Il a pu le faire parce qu'à ce moment-là, il y a eu une baisse, je crois, du prix de production des livres en couleur. Et donc il a trouvé, en fait, je pense, d'autres types de partenariats avec ses imprimeurs qui faisaient qu'il était en capacité d'imprimer des livres en couleur avec des paginations augmentées, des one-shots. Et il avait aussi le sentiment qu'il y avait, pas que le sentiment, je pense qu'il en avait la conviction, qu'il y avait un public pour ça. Et un marché de niche qui, à l'époque, avait été ouvert par les éditeurs indépendants, qui était le marché le positionnement, on va dire, de diffusion dans les librairies non spécialisées bande dessinée. Comme je faisais de la jeunesse, j'allais aussi beaucoup sur des salons qui étaient généralistes, parce que dans les festivals de livres jeunesse ou des festivals où le livre jeunesse est représenté, il y a souvent aussi de la littérature générale. Et donc je rencontrais un public très, on va dire, familial. Et souvent je discutais avec des femmes qui venaient là, soit pour acheter pour leurs enfants, soit qui accompagnaient leur mari, soit qui venaient pour elles-mêmes acheter plutôt de la littérature, et qui disaient « Oui, bon, la bande dessinée, ça ne m'intéresse pas parce que je n'y trouve pas mon compte en termes de contenu, en termes de dessin, en termes de sensibilité. » Et on sortait évidemment de la grosse période des séries de genre. Et donc, ce public-là allait plutôt vers ce que faisaient les Indés.
Et c'était pour capter à la fois il y avait à la fois ce positionnement de niche et puis pour capter ce nouveau public que des éditeurs comme Delcourt ont commencé à travailler cette collection Mirage. Et d'ailleurs, dans la collection Mirage, les 2 premières publications, c'est Isabelle Detand et moi. Donc il y a un positionnement aussi très en faveur d'un public plutôt féminin, par des livres d'autrices. On ne disait pas ça comme ça vraiment à l'époque, mais c'était quand même le positionnement assez clair. Et donc, comme c'était évidemment quelque chose d'un petit peu nouveau, entre guillemets, il y a aussi des salons de bande dessinée traditionnels, enfin des salons, je ne sais pas, par exemple, je pense à un salon à Igny, où voilà, l'idée de mettre en avant des autrices était devenue tout d'un coup un concept voilà, qui faisait sens. Sauf que, évidemment, sur le terrain, c'était affligeant parce que on faisait thématique femme. Alors, on fait partie de la thématique, donc il y a tout qui est mis dans le même sac, les héroïnes, les autrices, les coloristes, etc., sans aucune problématisation, évidemment sans aucun point de vue féministe. Donc le prix Artemisia a été aussi très mal reçu par un certain nombre d'autrices, parce qu'elles pensaient qu'on allait nous enfermer dans quelque chose qui était justement trop genré, qui nous ramenait trop à une question voilà, de rôle particulier lié au fait d'être des femmes. Bon, c'est vrai aussi que le positionnement de Chantal Montelier, il est assez essentialiste, donc on n'était plus forcément dans ce féminisme-là. Mais en même temps, ça continuait à être nécessaire de faire des actions de façon non mixte. La première réponse, c'est des éditeurs qui se rendent compte qu'il y a un nouveau lectorat et qui cherchent en fait à conquérir ce lectorat et à se positionner sur un marché de niche. Il y a des acteurs dans la bande dessinée qui ont des prises de conscience qui peuvent être extrêmement maladroites, comme un certain nombre de salons. Et ensuite, des actions, des choses qui apparaissent à un moment donné, comme le prix Artemisia, et qui sont vues comme discriminantes parce que finalement les autrices elles-mêmes ne se sont pas encore structurées, n'ont pas une conscience féministe suffisamment forte et ne peuvent pas comprendre qu'il y a aussi utilité à faire des actions non mixtes. Et donc on a retrouvé ça, finalement, quand le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme s'est créé en 2015. Il y a eu un précédent, il y a eu un avant, on va dire, qui était le fait que le Centre belge de la bande dessinée voulait justement faire la énième manifestation autour de la femme dans la bande dessinée, mais avec un parti pris qui était très, très maladroit et pas du tout souhaitable, et que plusieurs autrices avaient été contactées, dont Jules Marot. Et Jules a dit, bon, ben, moi, je vais pas accepter cette invitation, et idéalement, il faudrait que tout le monde boycotte. Et donc, Jeanne, qui, comme moi, avait essuyé un certain nombre de plâtres, a commencé à dire, oui, c'est vrai, maintenant, il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que nous, on doit faire le tri, on ne doit plus finalement se prêter à ce jeu-là. Donc, il y a eu ce premier mouvement, et ensuite, dans la foulée, notamment parce que Jules est une personne qui est très conscientisée aussi sur toutes les questions, évidemment, de genre, mais aussi d'oppression, très impliquée et très, voilà, très habile, a proposé, donc on se structure en collectif avec une charte qui serait signée par toutes les autrices et toutes les personnes qui s'identifient comme étant du genre féminin, et donc très inclusif aussi. Et là, s'est dégagée une discussion vraiment qui n'était pas évidente, avant que le collectif ne voit le jour et puis voilà, se prenne place, pour savoir si effectivement il fallait qu'on soit non mixte. Le but, c'était
de se protéger, de se structurer, d'avoir nos propres réseaux. Parce que dans la violence systémique, il y a aussi vraiment l'absence de réseau entre femmes face à des hommes qui se structurent en réseau, qui se connectent, parfois aussi s'opposent dans des oppositions très violentes, mais vont avoir des rivalités qui sont constructives, alors que je pense que les rivalités, là aussi, dans la norme genrée, est très destructive pour les femmes. Parce que du coup, on se dissémine et on est évidemment disséminé et non relié dans un monde qui nous oppresse, où un peu à tous les étages, il y a des formes d'oppression. Donc, ça ne nous fait pas réussir, on va dire, vraiment à aller de l'avant. Donc, nos rivalités ne nous aident pas à nous construire. Et pour conclure, effectivement, ça a pris du temps. Il a fallu faire de la pédagogie. Les autrices qui disaient « oui, mais moi je connais beaucoup d'auteurs qui voudraient s'impliquer avec nous, qui sont super », on a dit « ouais, mais ils vont s'impliquer et puis toutes les victoires vont leur être créditées. » Donc, est-ce que c'est vraiment possible finalement de les inclure ? Donc le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, que l'on peut aussi identifier sous BD Égalité, puisque BD Égalité c'est notre site. C'est un collectif qui est en fait un groupement non structuré. Donc il y a un mode structurel qui fait qu'on y adhère par le fait qu'on signe une charte qui est sur le site et que l'on est, on peut faire état d'une activité professionnelle parce que l'on a publié à compte d'éditeur, voilà, je crois que c'est un ouvrage de bande dessinée. Ou alors on peut faire état d'une activité qui est vraiment soutenue, continue sur les internets. Et donc, c'est vraiment uniquement pour les autrices. Et quand le collectif s'est créé, on va dire, il s'est créé dans le courant de l'année 2015, mais il a vraiment vu le jour au moment où il s'est affiché comme un groupement uni par l'ouverture du site. Les premiers jours, les visites, elles se sont montées, je crois, à 20 000, voire plus, de clics et de connexions dans la journée. C'est-à-dire c'était énorme. Il y a eu, en fait, en termes de timing, vraiment, la situation était mûre pour accueillir cette initiative. Et donc, c'était au mois de septembre. Donc il y a d'abord eu un emballement sur les réseaux par rapport à ce collectif. Et ensuite, quand je suis arrivée donc, aux Beaux-Arts, la rentrée se fait toujours en octobre. À l'époque, j'étais la seule prof en titre qui était une autrice parmi, on va dire, les profs qui enseignaient la bande dessinée. Maintenant, nous sommes deux, mais à l'époque, j'étais seule. Et j'ai vu des étudiantes, mais aussi des étudiants, arriver vers moi en me disant « Waouh, t'es au courant, t'en fais partie ». C'était fou, c'était tellement émouvant. Je me suis dit « Ah ouais, mais il y en avait un, tout le monde en avait ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol ». Et évidemment, Alési, où j'enseigne, c'est une école assez emblématique parce que c'est une école, j'ai fait aussi à travers mon parcours un rapide historique. C'est une école qui, en France, a été une des premières à enseigner la bande dessinée, une des écoles publiques à enseigner la bande dessinée. Elle se situe à Angoulême, donc dans la capitale de la bande dessinée. Donc forcément, il y a une attente très forte des étudiants et des étudiantes qui viennent apprendre la bande dessinée ou les autres formes d'art là-bas.
Et depuis mon époque, évidemment, la proportion des femmes qui arrivent pour faire de la bande dessinée est beaucoup plus élevée. Maintenant, elles sont presque majoritaires. L'année dernière, en deuxième année, les étudiantes, elles étaient vraiment largement majoritaires par rapport aux jeunes hommes qui faisaient aussi de la bande dessinée, qui étaient dans mes cours. Et donc, mais déjà, en 2015, il y avait une attente qui était folle, hein. Et le fait de savoir que, ben voilà, il y avait ce collectif, que une des autrices, donc prof, qui enseignait, faisait partie du collectif, par Jeanne, par Jules, que je connaissais, j'ai été très vite impliquée dès le début, on va dire, dans la construction de ce collectif. Donc tout d'un coup, voilà, quoi, c'était, waouh, enfin. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est que notre rôle est d'abord un rôle de veille. Et là aussi, il y a eu des discussions pour savoir si on devait prendre une structure donc plus d'ordre associatif. Et finalement, la structure qui existe aujourd'hui, elle est sans doute la plus combative, hein, parce que elle permet de regrouper des sensibilités féministes, voire non féministes, mais qui sont d'accord avec le combat lui-même dans un réseau de façon très inclusive, sans qu'il y ait des choses qui peuvent être clivantes, comme des appels à faire certaines actions ou des prises de position particulières qui ne seraient pas en capacité d'engager la parole de l'ensemble. En revanche, individuellement, on est libre d'agir selon nos sensibilités. Donc c'est très bien pour être en position à la fois de réactivité, de vigilance, c'est-à-dire que quand on voit quand on observe des choses, quand il y a des échos qui nous viennent de situations problématiques, notamment de violences sexuelles et sexistes, quand il y a clairement aussi des discriminations dans la diffusion, dans la critique, dans les journaux, dans la manière dont sont constitués les jurys, on peut agir au nom du collectif. Et surtout, évidemment, comme on a une bonne visibilité, qu'on est bien identifié dans le paysage médiatique, on a cette force qui est celle de pouvoir saisir les médias. Et donc, évidemment, là, tout le monde se calme un peu, quoi. Donc ça, c'est vraiment très bien.